victorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Loi de finances 2015, le budget d'État connaît une augmentation de 42 milliards de francs CFA pour prendre en compte les préoccupations du moment. L'Assemblée nationale approuve le projet défendu par le ministre de l'Économie et des Finances avec 115 voix pour, 21 contre et 0 abstention. Un hôtel Sheraton bientôt à Bamako. La pose de la première pierre a été faite ce matin par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, d'une capacité de 200 chambres avec une vingtaine de suites présidentielles, infrastructure qui va coûter environ 40 milliards de francs CFA et le fruit du partenariat entre Koira Investment et Starwood. Suivi des recommandations et interpellations de l'espace d'interpellation démocratique EID, les parties prenantes en réunion au siège du médiateur pour voir l'état d'évolution de la centaine d'interpellations relatives à la gestion domaniale et foncière ou encore à l'exécution des décisions de justice. Mesdames et messieurs, merci de rester sur le RTN. Bonsoir et bienvenue à l'information. Le Mali aura bientôt un nouvel hôtel au standing Sheraton du groupe américain Starwood. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'infrastructure d'une capacité de 200 chambres avec une vingtaine de suites présidentielles. Le futur établissement doit contribuer à résorber la question d'infrastructures hôtelières au moment où notre pays s'apprête à abriter le sommet Afrique-France. Le projet qui va coûter environ 40 milliards de francs CFA est le fruit du partenariat entre le groupe Koira Investment de Sésékomé et Starwood. Le compte rendu de Bourama Traoré. Le futur hôtel Sheraton de Bamako sera bâti à Amdalé Assi 2000 sur une superficie de 2 hectares en face de la cité administrative, non loin de l'échangeur multiple qui mène à Sébenikoro. L'établissement hôtelier est le fruit d'un partenariat entre le groupe Koira Investment de Sésékomé et le groupe américain Starwood. L'ambition commune est de faire du Mali une destination plus attrayante. Cet hôtel sera un édifice à Bamako et dès la fin de 2016. Je vous rassure qu'il sera le lieu de rencontre de tout le monde et surtout de la société malienne. Les hommes et femmes d'affaires et les clients internationaux feront partie du Bamako Daily Life. La construction de l'hôtel Sheraton de Bamako va nécessiter un investissement global de 60 millions de dollars, soit environ 40 milliards de francs CFA. Le partenaire financier du projet est Coris Bank, qui entend honorer tous ses engagements. Nous sommes simplement heureux de participer à ce défi que s'est lancé le président de Koira Investment Hotel. Son ambition est de doter le Mali d'un complexe hôtelier de renommée internationale. Nous ne doutons point de son succès au regard des réalisations au Mali et dans la sous-région. Pour notre part, nous vous assurons que nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir ce projet jusqu'à la réalisation totale et complète. Le Sheraton de Bamako sera réalisé par une entreprise turque, mais le délai d'exécution des travaux n'est pas déterminé. Toutefois, l'hôtel doit être livré avant le sommet Afrique-France, prévu en 2016 à Bamako. Le propre du pessimisme est de tremper de doute cette ardeur de la relance économique du Mali. Le pessimiste vous dira que nous n'aurons pas assez de temps pour finir les travaux avant le sommet. Le pessimiste répétera à l'envi que ce secteur de l'hôtellerie et du tourisme est condamné. Mais ce que le pessimiste ne vous dira, c'est que nous sommes optimistes quant à la fin du pessimisme au Mali. Cet optimiste se nourrit de notre stratégie de développement du secteur qui compte amplifier les opportunités offertes par le tourisme d'affaires, le tourisme scolaire et le tourisme événementiel. Cet optimisme se nourrit aussi et surtout de notre stratégie de valorisation du tourisme interne et de mise en exergue des potentialités touristiques des zones jusque-là moyennement exploitées. Le propre de l'optimisme est de se convaincre que nos efforts finiront par payer.
Le Sheraton de Bamako est un immeuble de R+9. Il comportera 200 chambres de haut standing avec 25 suites présidentielles. Et ce n'est pas tout. Spa, Wellness Center, mescit gibi ortak kullanım alanları da yer alacaktır. Dans les parties communes, il y aura entre autres 2 restaurants, des salles de réunion, salles de bal, executive lounge, spa, wellness center et mesjid ou chambre de prière. Il y aura une piscine extérieure avec terrasse. Nous pouvons, entre autres, citer comme autre particularité du projet le développement d'un centre commercial en partie arrière du bâtiment. Au-delà de son caractère ultramoderne, l'hôtel Sheraton est un appui aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre le chômage. Sa construction et son exploitation vont donner du travail à des centaines de Maliens. La construction de l'hôtel Sheraton de Bamako coûtera 60 millions de dollars, créera 600 emplois pendant la phase de construction, auxquels il faudra ajouter 200 emplois directs et 300 emplois indirects pendant l'exploitation. Le nouvel hôtel Sheraton Bamako fera ainsi de notre pays une destination encore plus agréable et plus conviviale par son standing international et la qualité de service qui sera fournie. Le Mali est désormais un bon risque pour l'investissement. En tout cas, le groupe Koira Investment et Starwood montre le chemin aux autres investisseurs. La réalisation de l'hôtel Sheraton permettra au Mali d'accueillir les rencontres internationales de haut niveau. C'est la conviction du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui un nouveau jour s'élève au Mali en matière de tourisme. Le chef de l'État rassure également que le Mali post-crise sera celui des chantiers. Nous l'écoutons au micro de Bourama Traoré. Je pense que notre pays peut se réjouir de tout ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande clémence et miséricorde, nous offre, nous accorde. Que 5 jours après la signature d'un accord de paix pour réconcilier les fils du Mali, accord définitif, que nous ayons aujourd'hui procédé à la pose de la première pierre d'un hôtel du groupe Starwood, un Sheraton à Bamako. Cela veut dire que désormais nous serons en capacité de recevoir avec toutes les commodités des rencontres internationales de quelque nature qu'elles fussent. C'est, je pense, pour un pays certainement une rehausse de sa place dans les pays capables de ce genre d'hospitalité. Pays d'accueil, pays de rencontre, nous l'avons toujours été au long des siècles. Que dans le monde contemporain, nous puissions le faire avec les standards requis est une de ces grâces également que Dieu offre aux pays qui en veulent. Et le Mali en veut. Je crois que le Mali, post-crise, bientôt, sera un pays de chantier, de tous ordres. Que ce pays, par la grâce d'Allah, chaque jour, on voit, allant et venant, posant une pierre par-ci, et la lame d'une nouvelle route par-là. Voilà le Mali que nous allons connaître avec intensité, chaque jour, encore mieux et de plus en plus. Et je dois dire également aussi que ma satisfaction vient aussi du fait que c'est un national, un Malien, jeune, dynamique, qui a le sens de l'entrepreneuriat, qui n'est pas à son coup d'essai. Déjà, nous faire acclimater ici un Radisson Blu, quand on sait aujourd'hui l'essor de Radisson dans le monde, c'était déjà un palier supérieur par rapport à ce que nous avons connu jusque-là. De grands hôtels datent de l'époque coloniale. Après, le grand Modibo Keïta, le très grand président Modibo Keïta, et grâce à l'amitié que le président Gamal Abdel Nasser lui prodiguait, a pu nous construire l'hôtel de l'amitié. Aujourd'hui est donc un nouveau jour fondateur
dans notre politique touristique au Mali. Et je souhaite que l'établissement qui, dans quelques mois, va seulement ouvrir ses portes, connaisse le même bonheur que ses prédécesseurs et encore plus. Et surtout que chacun y trouve un lieu de convivialité, un lieu de rencontre pour tous les besoins possibles de la vie en société, de la vie politique, de la vie simple, sociale. Et c'est ce bonheur que je ressens. Et donc je suis certain qu'il sera le même dans tous les cœurs maliens aujourd'hui. Bravo à Comé-Cessé, encore une fois, d'être à hauteur de l'attente du pays, de son pays. C'est cela aussi le patriotisme. Le patriotisme, c'est quand un opérateur connaît le succès, qu'il pense à faire encore plus et mieux pour le pays. C'est cela Comé-Cessé, et nous voulons le féliciter chaleureusement et lui dire bravo. Il donne tout notre soutien. Autre sujet dans ce journal avec le Premier ministre Modibo Keïta qui a rencontré cet après-midi à la primature les partenaires techniques et financiers du Mali. Les échanges ont porté sur 3 axes. La déclaration de politique générale du gouvernement, le parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation et la gouvernance. Les partenaires du Mali ont réitéré leur soutien au gouvernement. Reportage de Moussa Fani. Les partenaires du Mali soutiennent la déclaration de politique générale du gouvernement DPG. Ils l'ont fait savoir au cours de la rencontre avec le Premier ministre Modibo Keïta. Les échanges ont porté sur les grandes orientations de la DPG, la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation et d'autres sujets d'intérêt commun. L'essentiel a été de manifester notre soutien à la déclaration de politique générale, de manifester notre soutien à ces 3 objectifs. Notre grand plaisir, bravo au président de la République. Ce que viennent de faire les Maliens, c'est beau et c'est rapide. Donc il faut que nous, derrière, on soit là pour soutenir le Mali et pour soutenir les populations. Qu'après l'accord, les gens voient que c'est mieux qu'avant l'accord. Aujourd'hui, on a besoin de la motivation et de la contribution de tout le monde. Nous souhaitons vivement que ce comité international puisse trouver en son sein les ressources intellectuelles, matériel et je suis souvent tenté de dire même spirituel pour permettre à ce groupe de répondre à l'attente du peuple du Mali. Alors si cet accord a été signé, c'est le point de départ des actions réelles. Aujourd'hui à Kidal, la population n'a pas d'eau potable. Aujourd'hui à Kidal et dans d'autres régions, la population n'a pas accès aux denrées de première nécessité. Le cheptel dans ces régions n'a pas de support alimentaire. Les écoles sont fermées. Les soins de santé ne sont pas là. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui, si nous voulons offrir à la paix une base solide et populaire, légitime je devrais dire, d'apporter ces réponses dans les plus brefs délais à ces préoccupations. Le Premier ministre a salué la solidarité internationale autour du Mali, une solidarité qui a permis la signature de l'accord de paix parachevé le 20 juin dernier. Selon le chef du gouvernement, les autorités maliennes mettront tout en œuvre pour une meilleure application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Jamais nous n'avons assisté à une telle mobilisation de la communauté internationale autour d'un pays. Et les premiers jalons qui ont été posés dans la perspective de l'accord ont été semés d'embûches, de difficultés. Je crois que c'est avec la détermination, la volonté et le sens de l'équilibre de la communauté internationale que nous avons pu approcher cette rive et remporter de tels succès. C'est un bel exemple de coopération internationale, de solidarité internationale. Aujourd'hui, si nous évoquons le passé, ce n'est pas pour nous enfermer dans un immobilisme, mais c'est pour que nous puissions en tirer les conséquences et préparer l'avenir. La mise en œuvre de l'accord de paix devra favoriser l'unité, la cohésion et la solidarité entre les Maliens, gage de tout développement.
Rectification de la loi de finances 2015 pour prendre en compte les préoccupations de l'heure. Avec une augmentation de 42 milliards de francs CFA, les recettes du budget d'État s'élèvent à plus de 1757 milliards. L'Assemblée nationale approuve le projet de loi avec 115 voix pour, 21 contre et 0 abstention. Un projet défendu par le ministre de l'Économie et des Finances et la commission parlementaire en charge du secteur. Compte rendu de Moïse Traoré. Le projet de loi portant modification de la loi de finances 2015 est approuvé par 115 députés, 21 votes contre pour 0 abstention. Avec une augmentation de 42 milliards, les recettes du budget d'État rectifié 2015 s'élèvent à plus de 1757 milliards. Outre la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, il sera pris en compte l'incidence de l'accord avec l'UNTM pour le salaire du personnel EPA. Les accords de l'UNTM ont une incidence de 24 milliards, mais c'est très important pour nous. Je pense que ça va améliorer la qualité de vie des travailleurs. Le gouvernement se prépare à faire le rappel. La Mauritanie, le Niger, le Tchad, mais ont des niveaux, des proportions de dépenses de défense et de sécurité qui sont entre 13, 14, 15%. Eh bien nous, le Mali, au cours de ces dernières années, nous avions eu cette malchance d'avoir des dépenses de défense et de sécurité qui étaient inférieures à 10%. Il y a un minimum que nous méritons et que nous puissions, au titre de cette loi, avoir une incidence de l'ordre de 100 milliards pour reconstruire graduellement notre outil de défense et de sécurité. Vous avez fait allusion aux accords. Il y avait des dotations globales de l'ordre de 10 milliards qui touchaient les infrastructures de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Donc cela faisait déjà 10 milliards. Pour compléter cet élan, effectivement, nous avons travaillé avec la commission qui était à Alger et nous avons estimé, en tout cas pour une première étape, qu'une autre dotation additionnelle de 11 milliards 400 pourrait être mobilisée. Le ministre justifie les mesures exceptionnelles par la situation particulière du pays. À Bamako, pour un atelier, des parlementaires burkinabés et nigériens ont profité de la plénière pour saluer leurs collègues maliens. Suivi des recommandations et interpellations de l'espace d'interpellation démocratique EID 2014. Il s'agit de voir l'état d'évolution de la centaine d'interpellations relatives à la gestion domaniale et foncière ou encore à l'exécution des décisions de justice. Au siège du médiateur de la République sont réunis depuis ce matin les parties prenantes composées de délégués régionaux du médiateur, des points focaux des départements ministériels et des représentants des associations intervenant dans le domaine des droits humains. Ramata Konaté. Il s'agit d'une réunion de travail et non pas d'une cérémonie de salam alek. Donc je vous invite au travail. Les dés sont ainsi jetés pour le processus préparatoire de l'espace d'interpellation démocratique EID 2015. À 6 mois de ce rendez-vous annuel, les différents acteurs se retrouvent pour la première rencontre de suivi des recommandations du jury et des 153 interpellations retenues l'année dernière. Aujourd'hui, c'est, si vous voulez, faire l'état des lieux, savoir où en sont les recommandations qui ont été transmises, notamment dans le ministère, et ensuite savoir avec les gens du ministère qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Cette rencontre réunit la société civile, les points focaux des départements ministériels concernés et les représentants des services techniques du médiateur, dont les délégués régionaux. La journée d'échange participe à l'atteinte de l'objectif de l'EID, à savoir la promotion et la protection des droits et libertés des citoyens. Rappelons que pour l'EID 2014, les interpellations ont trait à la gestion domaniale et foncière, à l'exécution des décisions de justice, au paiement d'indemnités ou de réparation de préjudices, entre autres. Au total, 284 dossiers ont été enregistrés, dont 153 retenus. Les 131 autres dossiers ont été rejetés pour non-conformité à l'esprit et aux objectifs de l'EID, selon les explications fournies par les services du médiateur de la République.
La célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue a été instituée par les Nations Unies en 1987 pour sensibiliser les populations sur les dangers de la consommation de la drogue. En prélude à la journée, une conférence débat a été initiée par l'Office central des stupéfiants en partenariat avec l'ONUDC autour du thème de la problématique de la consommation et du trafic de la drogue sur les axes routiers et les mines d'or. C'était dans la salle Lamissa Bengali de Sikasso, sous la présidence du général Sada Samake, ministre de la Santé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La problématique de la consommation et du trafic de drogue sur les axes routiers et les mines d'or, c'est le thème central choisi par l'Office national des stupéfiants et son partenaire ONUDC pour marquer la journée dédiée à la lutte contre l'abus et le trafic de drogue délocalisé que le Kénédougou a l'honneur d'abriter. Et le choix n'est pas fortuit. L'option pour cette délocalisation comporte une dimension pédagogique qui vise la vulgarisation de l'information et de la sensibilisation à tous les citoyens maliens là où ils se trouvent. Une dimension sociale qui s'illustre à travers l'adaptation de la thématique aux deux activités parmi les plus importantes dans la région, à savoir le transport public et les exploitations minières. Le Mali, à l'instar des pays de la communauté internationale, célèbre cette journée instituée par les Nations Unies en 1987 pour venir à bout de ces fléaux à travers des activités de communication, de sensibilisation et d'éducation. Le phénomène de la consommation et la vente de drogue sur les axes routiers et dans les mines préoccupe à plus d'un titre. Il ressort des statistiques de l'ANASER que 2% des accidents de la route sont dus à la consommation des substances psychoactives. Aussi, voudrais-je, avec la gravité qui sied à ce constat, engager chacun et tous à œuvrer inlassablement pour que cette courbe s'inverse. Les différentes séries de présentations suivies des débats ont permis au public de la salle Lamissa Bengali de cerner les dangers liés à l'abus et au trafic de drogue sur le plan social, économique et sanitaire. Le ministre Sada a saisi l'occasion pour visiter les chantiers de la nouvelle direction de l'antenne régionale de l'Office central des stupéfiants, financée à 114 millions de francs CFA sur budget national, avant de rendre une visite de courtoisie aux notabilités. Voilà, vous le savez donc, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. La journée est placée sous le thème « Développement de nos vies, de nos communautés et de nos identités sans drogue ». Notre pays a choisi sa propre thématique dédiée à la problématique du trafic de drogue dans les mines d'or et sa consommation sur les axes routiers. Les festivités seront célébrées à Sikasso. Nous vous proposons le message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile au micro de Daouda Sidiki Diarra. Chers compatriotes, pour marquer sa spécificité par rapport au thème cette année retenu au plan international, notre pays a choisi sa propre thématique dédiée à la problématique du trafic et de la consommation de drogue dans les mines d'or et sur les axes routiers. Les festivités marquant la célébration de la journée se dérouleront à Sikasso. Le choix de la capitale du Kénédougou n'est pas fortuit. En effet, il est dicté autant par l'importance de son trafic routier avec deux pays frères voisins, à savoir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, que par l'existence dans la région de plusieurs sociétés minières et de nombreux sites d'orpaillage traditionnels. Au regard de la concentration humaine dans ces deux secteurs, la sensibilisation des couches socio-professionnelles y travaillant revêt une importance capitale, car il est de notoriété publique que l'usage de drogue prospère dans le secteur des transports et dans celui des mines, constituant du coup une grave menace à la sécurité et la santé de nos concitoyens. À titre d'exemple, dans le domaine des transports, une des conséquences visibles de la consommation de drogue est l'augmentation du nombre d'accidents de la circulation routière. Ainsi, dans les statistiques de 2014, l'Agence nationale de sécurité routière révèle que sur 676 décès liés à des accidents de la route, 2% sont causés par la consommation d'alcool et de stupéfiants. Chers compatriotes, de nos jours, la vente et la consommation de drogue se sont développées à travers notre pays et sont devenues une préoccupation nationale au plus haut niveau de l'État. C'est pourquoi l'Office central des stupéfiants, OCS, livre un combat sans merci
contre le phénomène. Voilà, donc demain 26 juin sera célébrée dans notre pays la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le parachèvement du processus de signature de l'accord de paix et de réconciliation du 20 juin dernier par la CMA a créé un réel enthousiasme à Gao. Pour apporter tout leur soutien à cet engagement, la jeunesse, la société civile, les femmes leaders et la CAFO de la cité des Askas s'y sont mobilisés. Les différents orateurs ont apprécié non seulement la patience du gouvernement, mais aussi le geste de la CMA. Daouda Zoumana Traoré. La jeunesse de Gao a su accompagner chaque action lorsqu'il s'agit de la République, nous confie un membre du CRJ. Le parachèvement de la signature de l'accord de paix et de réconciliation le 20 juin dernier est un grand événement historique pour le Conseil des jeunes et leurs alliés à Gao. Il est considéré comme une avancée fulgurante dans la normalisation des activités de développement du pays. La jeunesse et ses alliés pensent qu'avec ce parachèvement et la mise en œuvre rapide de 10 documents, le Mali tout entier en sortira victorieux. La paix et la sécurité sont importantes dans la vie des peuples, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Toute société, pour vivre, survivre, en a nécessairement besoin. Toutefois, la paix et la sécurité se construisent constamment avec la volonté. Les femmes, à travers l'association des jeunes femmes leaders et la CAFO, ont pris une part active dans la réussite de cet événement. En témoigne leur présence massive à tous les meetings à travers la région. Ce retour à la paix mérite toutes les attentions, car toute dispute peut renaître de ses cendres. Que les attentions et réconciliations sont les plus beaux gestes de bienveillance, que ces gestes sont les meilleurs symboles de cohésion et d'humanité. Nous devons être vigilants, car nos ennemis communs sont ceux qui s'emploient à faire de ce malheureux drame de famille un fonds de commerce. Les différents orateurs ont promis d'apporter tout leur soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la mise en œuvre de cet accord de paix et de réconciliation. Voilà, des réactions toujours relatives au parachèvement de l'accord de paix. La jeunesse de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle JCMP et la conférence des présidents des partis unis pour la République PUR félicitent le président Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement pour le patriotisme, le courage et le savoir-faire dont ils ont fait preuve pour obtenir la signature de l'accord de paix et remercient toutes les parties prenantes au dit accord. Le conseil du district de Bamako a une semaine pour échanger et partager certaines préoccupations des populations de Bamako. Les discussions autour des points vitaux de la mairie, comme l'état de recouvrement des recettes et l'état d'exécution des dépenses, vont dominer les débats. Mamoudou Sidibé a assisté à l'ouverture des travaux. Les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil de la mairie du district de Bamako seront consacrés à l'adoption du procès verbal de la première session ordinaire, à la présentation du rapport de la Commission Affaires économiques financières sur la redevance de la pré-collecte des ordures ménagères et au point d'exécution du budget 2015. Dans son discours d'ouverture, le maire de Bamako a déploré le faible niveau de mobilisation des ressources internes, aussi bien au niveau de la taxe de développement régional et local TDRL qu'à la taxe de voirie. Le taux de recouvrement n'a jamais atteint les 10%. Malgré cet état de fait, le maire du district attache du prix au système adéquat d'assainissement pour la ville de Bamako. Notre programme annuel de curage et de caniveau, le balayage des rues a connu un début d'exécution dans le cadre du partenariat public-privé bien établi avec la société Ozone Mali. C'est lieu de rappeler que tous les travaux effectués dans le cadre du programme d'urgence 2014 se poursuivront avec un agenda annuel afin de créer les meilleures conditions d'écoulement des eaux de pluie. Ceci s'inscrit également dans le cadre partenariat Ozone Mali et la mairie du district conformément à l'esprit de la convention du 29 septembre 2014. L'ouverture des travaux a été l'occasion pour le maire du district de rappeler les mesures de préparation du processus d'élaboration du schéma directeur d'urbanisation du district de Bamako, un schéma qui fait remarquer la problématique du développement spatial dans la ville de Bamako. Avec environ 10 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, la pharmacie populaire du Mali ne présente pas de risque financier, selon son président-directeur général. La structure a tenu ce matin la 80e session de son conseil d'administration. Les administrateurs réunis avaient pour tâche d'analyser et adopter les états financiers de la structure courant 2014. Reportage de Salimata Dao.
La pharmacie populaire du Mali, PPM, créée par l'État avec pour objectif de rendre accessible le médicament essentiel à un prix compatible avec le pouvoir d'achat des populations, tient pour la 80e fois son conseil d'administration. Cette session est axée sur l'examen, la discussion et l'adoption des états financiers et de leur analyse financière au 31 décembre 2014. Durant l'année 2014, elle a connu une stabilité financière relative et confirmé sa crédibilité aussi bien auprès de ses fournisseurs que de ses clients, avec un chiffre d'affaires de 8 979 19 000 francs CFA contre 5 905 360 314 francs CFA en 2013. La pharmacie populaire du Mali s'est lancée depuis cette année dans un processus de modernisation. L'objectif est d'améliorer les conditions de la conservation des médicaments tout au long du cycle d'approvisionnement pharmaceutique. Le plan stratégique 2015-2019. Ce plan sera mis en œuvre pour relever les nombreux défis auxquels la pharmacie populaire du Mali est confrontée, avec comme priorité la construction, l'aménagement et la mise à disposition en juillet 2016 d'un siège et d'un entrepôt moderne avec tout son équipement et ses outils. Élargir le réseau de distribution au-delà des districts sanitaires, approvisionner progressivement les CSCOM fonctionnels pour que les médicaments essentiels soient disponibles au premier contact, c'est l'une des prochaines missions que la pharmacie populaire du Mali s'est fixée. 7e réunion du comité d'orientation stratégique du projet frontalier et vulnérabilité au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest de l'ONG Ndamali. À l'ordre du jour, les résultats du projet FEV et le rapport d'activité. Aïssata Saliou Maïga. Préparer l'évaluation finale du projet, c'est l'un des objectifs de la 7e réunion du comité d'orientation stratégique du projet frontalier et vulnérabilité au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Plusieurs campagnes de dépistage ont été menées à Diboli, à Kouré-Malé et au niveau de toutes les zones d'intervention du projet. Le projet, qui arrive à terme bientôt, a obtenu des résultats jugés satisfaisants. Au niveau du ministère de la Santé, les structures de santé traditionnelles souvent ne peuvent pas atteindre directement ces groupes-là. Donc on est obligé de passer par les ONG pour les atteindre. Et quand on a des taux de couverture qui s'approchent de 80% par rapport à ces groupes cibles, nous pensons que c'est un très bon résultat. Les activités phares de FEV, c'est surtout la péréducation, comme on l'a dit, le renforcement de capacités. Donc il y avait également les activités de prévention, de prise en charge en stratégie fixe et mobile. Et il y a également la recherche-action. Les cibles du projet sont les professionnels du sexe, les personnes vivant avec le VIH, les orphelins et enfants vulnérables. L'objectif du projet FEV est de renforcer la prévention et le traitement des IST et du VIH-Sida dans la ville de Bamako et au niveau des zones transfrontalières à forte mobilité de population. Le coût du projet s'élève à 352 millions de francs CFA. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. Geste de solidarité de l'association Global Shapers Community de Bamako qui vient en aide aux jeunes mendiants en leur offrant les chaussures, tout comme l'association Solidarité pour le Développement Plus et l'association islamique pour le statut, pour le salut et son partenaire Fondation Dianet de Turquie qui ont elles donné des vivres aux fidèles musulmans démunis en vue de bien passer le mois de Ramadan. Voyons ces différentes donations en brève avec Al-Jumatina. Des vivres pour les fidèles musulmans. L'initiative est de la Fondation Dianet de Turquie en collaboration avec l'Association islamique pour le salut à Islam. L'objectif du programme est d'aider les fidèles musulmans démunis et leurs familles en ces mois bénis de Ramadan. Pour cette étape dans le district de Bamako, environ 200 personnes recensées dans les 6 communes par Islam ont bénéficié des kits alimentaires composés entre autres de riz, de sucre et d'huile. Les bénéficiaires très émus de la donation ont réitéré leur satisfaction à la Fondation Dianet de Turquie. D'autres localités sont également concernées par ces gestes, à savoir Kita, Oulisebougou et Bougouni. Rappelez que le programme porte aussi sur la rupture collective du jeûne pour 400 musulmans. L'association islamique pour le salut créée en 1991 œuvre dans le secteur éducatif, sanitaire et humanitaire.
Autre opération de distribution est celle effectuée par l'association Solidarité pour le Développement Plus. La donation déroulée à Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako entre dans le cadre du mois béni de Ramadan pour soulager la souffrance des couches vulnérables. C'est ainsi que plusieurs veuves ont bénéficié du riz. Coût total du geste, 4 millions de francs CFA. L'association Solidarité pour le Développement Plus entend poursuivre le même geste à Sikasso et à Ségou. Terminons par Global Shapers Community de Bamako. Travaillant dans le domaine humanitaire, cette association a remis des chaussures aux jeunes mendiants qui se trouvent devant la grande mosquée de Bamako. À travers ces dons, Global Shapers Community de Bamako répond à la sollicitation de cette couche vulnérable. A noter que l'association a effectué la même donation devant la mosquée Chirifoula et celle de Badlabougou. En deuxième région, les prix des produits de première nécessité sont stables en ce début de mois de Ramadan. Le constat a été fait par le gouverneur qui a visité des magasins et stocks de Souban, Koulikorogar et Koulikoroba. Objectif s'enquérir des conditions d'approvisionnement des populations en cette période. Reportage de Koumba Sissé. Ici, en deuxième région, particulièrement dans la ville de Koulikoro, les prix des produits de première nécessité sont abordables en ce début de mois de Ramadan. Le constat a été fait ce mercredi par le gouverneur qui a visité quelques magasins et boutiques de la place. Chez moi, les prix sont stables. Le riz Gambiaka se vend à 350 francs par kilogramme. Le sucre à 450 francs le kilogramme, l'huile 800 francs le litre. Les prix sont bas par rapport à l'année dernière, mais il y a moins de clients. J'ai pris le bon Dieu pour que le mois de Ramadan se passe bien. En raison de la proximité avec Bamako, 60 km, Koulikoro ne dispose pas de grossistes. Il n'y a pas de risque de pénurie parce que les commerçants d'ici n'ont pas une grande capacité de stockage, mais ils se réapprovisionnent à Bamako qui est tout près au fur et à mesure de l'écoulement de leur stock. Donc les niveaux de prix par rapport à la même période de l'année dernière sont inférieurs ou égaux à ceux de l'année dernière. Partout où le gouverneur a passé, le constat est presque le même. Les gens ont fait leur plein et nous pensons que avec les différentes foires hebdomadaires, les gens viendront enlever. Et nous pensons aujourd'hui que les gens, ils ont des problèmes, c'est par rapport au pouvoir d'achat, il l'a dit également, il y a un ralentissement par rapport à l'année dernière. Selon certains commerçants, des arrivages de denrées de première nécessité sont prévus pour le bonheur des consommateurs de Koulikoro. Nous restons en deuxième région avec le rassemblement pour le Mali RPM qui a tenu le week-end dernier à Koulikoro. La conférence régionale, l'objectif de cette rencontre politique était d'informer les militants sur l'accord de paix signé le 20 juin. Ce fut également l'occasion d'exhorter les militants à plus de synergie d'action afin d'élargir la base du parti sur le paysage politique. Reportage de Brémakone. Plusieurs membres du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali RPM étaient venus à cette conférence régionale du parti. Ils étaient écoutés par les cadres régionaux et les militants qui ont répondu massivement présents. Cette forte mobilisation a tout son sens. Il s'agit de parler des raisons de la signature de l'accord de paix au Mali. Le gouvernement a accepté toutes les conditions susceptibles d'imposer la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le gouvernement a fait des compromis dynamiques qui ne remettent pas en cause l'intégrité territoriale ni l'unité nationale de notre parti au nom de la paix. Le RPM s'est dit dévoué pour la cause du Mali. C'est ce qui justifie l'apparition sur les banderoles des slogans comme l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable, aucun sacrifice n'est de trop pour l'unité, la sécurité, la paix et la réconciliation dans notre pays. La conférence s'est vraiment très bien passée. Nous sommes très heureux. Toutes les délégations, toutes les sections étaient bien représentées. Les gens ont posé beaucoup de questions, beaucoup de questions autour des préoccupations qu'ils ont par rapport à ces accords-là et par rapport aux élections. Et nous avons, entre nous, collègues, entre nous militants, discuté de la façon la plus franche possible des problèmes qui assaillent le parti, des préoccupations qui sont celles des militants. L'un des points saillants de cette conférence régionale, c'est aussi la vie du parti. Le RPM se dit préoccupé par les enjeux et les défis des élections communales et régionales. Nous disons aujourd'hui que le RPM étant un grand parti doit faire en sorte
pour relever les défis. Faire en sorte qu'aujourd'hui, ces élections de proximité, qui doit être la base de notre pouvoir, on doit faire en sorte que le RPM ait le maximum de conseillers au niveau de ces élections. Les membres de la délégation du bureau politique national et les cadres régionaux du parti se disent fiers d'accomplir une mission politique, celle qui consiste à édifier les militants sur l'appropriation de l'accord de paix au Mali et à les galvaniser pour la réussite des échéances électorales à venir. À la présence, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Idrissa Maïga, a été honoré de la médaille d'or du Forum Crans Montana. C'était le 12 juin dernier à l'occasion de la 26e édition du Forum qui s'est tenu à Bruxelles. Cette distinction récompense les efforts de Abdoulaye Idrissa Maïga et de notre pays en faveur de la promotion de la paix. En marge de la cérémonie de remise du prix, le ministre Maïga a également participé à l'animation d'un panel de haut niveau sur la gouvernance et la paix. Direction la 5e région à présent avec les travaux de construction de la digue de contournement de Mopti-Barigundaga qui sont exécutés à 30%, un peu plus d'un mois après le démarrage des travaux par l'entreprise Auter, financée par le Royaume des Pays-Bas à travers le projet Padin 2 de Caire. Cette infrastructure routière a été visitée en début de semaine par les responsables de Caire, la mairie de Mopti et plusieurs notabilités. Reportage de Jules Sambou Sissoko. Les travaux de réhabilitation de la digue de contournement Mopti-Barigundaga se déroulent normalement d'une longueur de 4 km 192 pour une largeur de 10 mètres. Le niveau des travaux atteint aujourd'hui les 30%. Ce chantier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, Padin 2. Cette voie va déboucher sur le bac de Barigundaga et qui est le point d'entrée de l'ensemble de la zone nord. C'est-à-dire Tombouctou, Tiré, tous les véhicules qui viennent en saison sèche rentrent par cette voie. Le bailleur de fonds a donné un financement de 1,3 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à 30% pour 30 jours de contrat. Quand je dis ça va, c'est par rapport à l'état d'avancement des travaux et par rapport au planning. Si tu vois qu'on met la latérite, c'est que la plateforme est pratiquement finie. C'est pour cela que l'état d'avancement des travaux est parti jusqu'à 30% comme ça. Ils ont commencé déjà à confectionner les briques qui vont servir de bajoyeurs pour les caniveaux. Les populations attendent avec impatience et bonheur la réalisation de cette digue de contournement au regard de son apport. Permettez-moi de remercier très sincèrement CARE International. Cette digue de contournement est très capitale pour la ville de Mopti, pour la simple raison que nous avons une seule voie qui traverse la ville de long en large. Cette digue va concourir à rendre fluide la circulation dans la ville de Mopti. Des questions de compréhension suivies d'échanges autour de cet outil de désenclavement et ses aspects environnementaux ont mis fin à la visite. La problématique de la sécurité alimentaire, l'accès aux semences et le circuit d'approvisionnement en produits sémenciers de qualité dans le cercle de Kita, c'est le thème de 2 journées de foire sémencière organisées par l'ONG Stop Sahel en partenariat avec Oxfam Allemagne BMZ. Les points forts de cette foire depuis Kita avec notre correspondant permanent Djigia Mohamed Fabrice. Le cercle de Kita regorge d'énormes potentialités en matière d'agriculture. Cependant, des contraintes non les moindres empêchent les acteurs d'atteindre les objectifs escomptés dans le domaine. Il faut des solutions. Voilà pourquoi l'ONG Stop Sahel, en partenariat avec Oxfam Allemagne BMZ, a organisé cette foire sémencière sur le thème problématique de la sécurité alimentaire, l'accès aux semences et le circuit d'approvisionnement dans les cercles de Kita. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à cette activité, notamment, c'est-à-dire l'écoulement des produits et aussi on a constaté qu'il y a certaines variétés traditionnelles qui sont en voie de disparition. Donc nous avons organisé cette foire pour d'abord mettre en relation les différents intervenants dans les domaines de la production des semences améliorées. Cette journée, je pourrais dire que ça a été un espace d'échange et d'information des différents acteurs intervenant dans le domaine de la production des semences et dans le domaine de la sécurité alimentaire.
Donc c'est le lieu de remercier très sincèrement les organisateurs. La conférence débat sur le thème l'exposition des produits sémenciers de qualité et la visite des stands par les autorités locales ont été les points forts de cette déjournée de cette foire sémencière de Stop Sahel première édition dans le cercle de Kita. La division droits de l'homme de la MINUSMA au chevet des victimes des violences sexuelles. Elle a procédé à Tombouctou au lancement du fonds d'assistance pour l'accès à la justice et ce sont plus de 17 millions de francs CFA collectés et gérés par la coalition des ONG qui ont défendu les victimes pendant l'occupation. C'est en présence des autorités régionales et des officiers judiciaires de la MINUSMA que le ton a été donné par une troupe artistique. Compte rendu de Yéa Tandina. Faciliter l'accès à la justice aux victimes des violences sexuelles, mais aussi aux membres de leur famille en leur garantissant une protection en cas de besoin. C'est l'objectif du présent forum initié par la division droits de l'homme de la MINUSMA à Tombouctou. Les autorités régionales ainsi que les officiers judiciaires onusiens ont procédé au lancement de ce projet qui a mobilisé l'ensemble des acteurs politiques et administratifs de la région. En créant ce fonds, un fonds symbolique d'affectation de protection d'une valeur de 30 000 $ américains, ce qui représente à peu près 17 700 000 francs CFA, qui va consister en une assistance judiciaire dans un premier temps, psychologique si nécessaire. Il servira aussi à financer les soins prodigués aux victimes et témoins. Je voudrais aussi rappeler que notre rôle ne se limite pas à l'assistance judiciaire et que la réparation des préjudices subis par les victimes incombe en premier lieu à l'État, qui s'emploie déjà à mettre en place des mécanismes d'indemnisation et de réparation qui peuvent prendre plusieurs formes. Ces réparations peuvent être symboliques, ces réparations aussi peuvent être financières. Pour les autorités régionales, la réussite de ce projet passe obligatoirement par une gestion transparente des fonds. M'adressant donc au comité de pilotage du programme, WILDAF, Mali, AMDH, FIDH, AJM, DMSO et Clé de Cœur, je vous exhorte à assurer une gestion saine des ressources mises à votre disposition pour le seul intérêt des bénéficiaires afin de leur permettre d'obtenir des réparations justes du préjudice subi. Un sketch de sensibilisation a permis à bon nombre de participants de comprendre la procédure par laquelle on peut facilement accéder à la justice. Amnesty International Mali poursuit sa campagne Stop Torture. L'étape de Koutiala invite les autorités locales du cercle et de la région de Sikasso à une synergie d'action pour le respect des normes standards internationales de détention et de traitement des suspects et des prisonniers. Reportage de Fadema Keita. La course mondiale contre la torture doit être au centre des priorités des sections et structures de détention du pays. C'est dans ce contexte qu'Amnesty International Mali, à travers son groupe local Mali 27 de Koutiala, a initié cette campagne. Torture, phénomène endémique peu pénalisé en Afrique, est pourtant condamné par l'article 209 du Code pénal. Je suis ici au nom de la section Amnesty International du Mali pour fêter avec vous la journée anniversaire de solidarité avec les victimes de la torture. Vous savez que l'Amnesty International est une organisation mondiale qui lutte contre la torture, qui lutte contre les violences et une organisation qui fait aussi la promotion des droits de l'homme. C'est Koutiala qui a été choisi cette année pour habiter certaines activités. Éliminer les conditions qui favorisent la torture, telle est l'ambition du groupe local Mali 27. Au départ, 235 personnes se sont inscrites et plus de 200 personnes ont participé à la course, ont pris part à la course. La course a été lente, mais c'était une course sûre et contre la torture. Nous allons toujours courir, même après leur départ, pour que la torture, le message de la lutte contre la torture puisse passer. Nous étions peut-être 1 millier de personnes. Et d'ici une semaine, c'est 1 million de personnes qui vont recevoir le message de lutte contre la torture. En Afrique, au moins 12 pays se sont dotés de lois interdisant la torture. Au cours des 5 dernières années, Amnesty International a dénoncé des cas de torture et d'autres mauvais traitements dans 141 pays à travers le monde.
3 camions d'une capacité de 32 tonnes chacun, remplis de produits périmés et contrefaits, viennent d'être déchargés à Kati et détruits par la Direction nationale du commerce et de la concurrence. À travers cette action, la DNCC justifie l'une des missions qui lui est assignée, à savoir la protection des droits des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Reportage de Fousseni Tunkara. La protection des droits des consommateurs est l'une des missions de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. C'est dans cette optique qu'elle vient de procéder à l'incinération d'une importante quantité de produits périmés et contrefaits. Ces produits ont été saisis par les services de contrôle de la dite structure. Ce lot de produits est composé de denrées alimentaires, de produits chimiques et de divers autres produits qui pullulent et menacent la santé de la population. Le directeur national adjoint de la DNCC a également laissé entendre qu'aucune faveur ne sera accordée à ceux qui détenaient ces produits périmés ou contrefaits. Nous allons appliquer la réglementation dans toute sa rigueur, parce qu'on ne peut pas permettre à des citoyens de tuer d'autres citoyens, et les fautifs seront sévèrement punis. Pour traquer ceux qui ne pensent qu'à accroître leur économie et non au bien-être des consommateurs, la Direction nationale du commerce et de la concurrence souhaite une parfaite collaboration entre les populations et les agents de contrôle sur le terrain. Du sport maintenant, suite à la 3e place du Mali à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande, le président de la FIFA a adressé une lettre de félicitations au président de la Fédération malienne de football. Dans la correspondance, Sepp Blatter félicite les Aiglons, leur encadrement technique, administratif et médical, ainsi que Adama Traoré, élu meilleur joueur de ce tournoi. Une telle réussite, je cite, trouve sa source dans le travail, le professionnalisme, la rigueur et aussi la passion et le plaisir. Et puis le bureau politique national de la CENAS face au RE et la jeunesse de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle adressent leurs plus vives félicitations aux Aiglons pour leur magnifique prestation lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande. Une coupe en milieu scolaire et universitaire dédiée à Nelson Mandela sera organisée au mois de juillet prochain. Pour cette première édition, 8 établissements de la supérieurs sont concernés. La compétition pour cultiver l'amitié, la sociabilité et le brassage en milieu scolaire et universitaire est organisée par la Fédération malienne du sport scolaire et universitaire et l'Association pour la promotion de la culture africaine en partenariat avec l'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali. Le point avec Al-Jumatina. L'instauration de la Coupe Nelson Mandela en milieu scolaire et universitaire est désormais chose faite. Le trophée de cette première édition a été offert par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Mali aux autorités sportives. Fruit de la coopération publique-privée avec l'implication active de l'Association pour la promotion de la culture malienne en partenariat avec l'ambassade de l'Afrique du Sud au Mali, cette coupe a tout son sens, surtout en milieu scolaire et universitaire. Magnifier la journée internationale de Nelson Mandela, le Mali est en quête de paix. Alors l'association a monté un projet pour véhiculer l'idée de Nelson Mandela en matière de réconciliation. Notre conviction reste forte pour ce qui concerne la promotion du sport scolaire et universitaire. Parce que nous sommes sûrs qu'il n'y a pas aujourd'hui meilleur endroit, meilleur vivier pour l'élite nationale que le développement du sport scolaire et universitaire. Au-delà des trophées, ensemble, célébrer l'idéal, l'esprit qu'a toujours animé Nelson Mandela, à savoir la paix et aussi le brassage. Pour cette première édition, selon le président de la Fédération malienne des sports scolaires et universitaires, Bokar Traoré, la compétition regroupera 8 établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle démarrera le 18 juillet prochain, jour de naissance de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid, dont la mémoire constitue un héritage pour l'humanité tout entière. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.